mes amis de Zitata, on en parle à l'instant. Chers téléspectateurs, nous sommes tous réveillés ce matin avec la joie au cœur. Nous allons nous rencontrer et puis nous allons enregistrer. Bonjour Nadia. Bonjour Gérard. Bien, bonne semaine. Ça va bien, oui, une bonne semaine. Le petit chien Oscar va bien? Oscar va bien et puis Oscar devient de plus en plus canon. On se prépare. Non, je n'ai pas voulu te lancer là-dessus. Christian. Oui, ça va très bien, très bien. Mais une interrogation et une certitude. L'interrogation, je me demande comment notre grand chef, Gérard Darling-Carter, fait pour pouvoir identifier tous ces sujets et nous affecter ces sujets. Ça, c'est l'interrogation. La certitude, c'est qu'il n'y a pas qu'à dormir. Je ne répondrai pas à ces questions. Joker. Serge. Oui, bonjour à tous. Moi, je ne dors pas, moi non plus, parce que je prépare une surprise aux téléspectateurs qui, avec ma surprise, mais je n'en dirai pas plus, deviendront également des auditeurs. Oh, magnifique. C'est tout prêt. Bon. Tu veux parler de ta radio web que tu vas lancer? Bon, on te le dit. Il est gentil. Tu fais beau ça. Daniel? Oui, ça va bien, même si j'étais un peu triste de l'agression de Salman Rushdie, mais je sais que tu en parleras. Tu en parleras aussi. Oui. Je crois que dans la partie culture, tu auras... Cette fois-ci? La fois prochaine. La fois prochaine, il n'y a pas de problème. Ben moi, écoutez, j'ai été agréablement surpris de choses qui relèvent du vivre ensemble. Hein? La préfecture lance un appel à projet pour la sécurité routière. C'est pas chouette, ça? Basé sur les données de l'accidentologie en Martinique, savoir la sensibilisation des usagers de 2 roues motorisés. Pour eux, c'est une priorité de l'action. Les pratiques addictives, alcool et stupéfiants, quand on voit certains comportements, on le devine. La sensibilisation des jeunes, notamment à moto, etc. La vitesse, les seniors piétons et conducteurs. Peut-être qu'il faudrait qu'on revoie cette question. Attendu que toute la population est en train de grandir, je n'ai pas dit vieillir. Les distracteurs de la conduite. Et oui, téléphone, radio, machin, etc. Le partage de la route. Comment on met un petit peu de civilisation, de civilité dans ça, et le risque routier professionnel. Moi, j'étais très content d'avoir cette nouvelle, j'appelle ça vivre ensemble positif. Toujours positif, la SMHLM offre des fournitures scolaires à certains locataires. C'est chouette comme truc, une société où ton bailleur te dit venez dans la salle des résidents, on va vous donner des bouquins, on va les emballer ensemble, etc. Et puis on envoie d'autres activités. Et ça correspond à 5 résidences, 120 kits de fournitures pour 120 familles, donc c'est pas négligeable. C'est pas un acte seulement symbolique. Et puis j'avais marqué dans le négatif, j'ai enlevé. Je vous dis ce que j'ai enlevé. J'ai enlevé Kalacha Bacchanal. Bon, je ne vais pas m'étendre, parce que le partenaire est le principal organisateur de notre festival, parce que je lui prête main forte depuis 20 ans et que je vais parler et dire ce que je pense de ça, parce que ce ne serait pas bien de faire ça. Vivre ensemble, mais, alors, à Kaboul, une quarantaine de manifestantes, donc des dames, réunies devant le ministère de l'Éducation, vous avez compris pourquoi, ont été dispersées par les talibans qui ont tiré en l'air et les ont frappés. Vous rendez compte de votre bonheur, mes deux princesses, mes 2 reines, vous êtes là avec nous, hommes, vous faites des missions avec nous. Mon Dieu, puis on Enfin, nous l'avons gagné, hein. C'est un combat, c'est un résultat de combat. Non, ben, chaîne. C'est effarant comme information. Vivre ensemble, mais la duchesse, alors ça va vous intéresser. La duchesse d'Uzès, en 1898, était la première femme française à passer à obtenir son brevet de conductrice automobile. En 1898. Vous avez commencé les sélections très tôt. Moins de 2 mois plus tard, la duchesse, la même, se montre pionnière dans un autre domaine, étant la première femme verbalisée pour un excès de vitesse au bois de Boulogne à 15 km/h. Ça, c'est un vilain runner qui l'a rouspété. Ah oui, à 15 km/h. Bon, alors, nous avons abordé la question de Salman Rushdie, qui était attaqué au couteau, blessé au cou, blessé à la poitrine, à l'occasion d'une conférence à l'État de New York. C'est l'auteur de l'ouvrage, pour ceux qui étaient trop jeunes, de l'ouvrage controversé, Les versets sataniques. Il était devenu la cible d'une fatwa. Une fatwa, c'est un ordre de tuer. Voilà. Qu'a décidé qu'à tuer. C'est comme si le pape dit c'est un contrat. Tu es allé, qui est un impie, de l'ayatollah iranien, je dis leur nom, Rouhollah. Il n'y a pas que Khomeini. C'est l'ayatollah iranien, Rouhollah.
Ça fait partie d'une histoire qu'il faut qu'on retienne, professeur. Bravo, alors, une citation. Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l'apostat et le vicieux Salman Rushdie, écrit le principal quotidien iranien, Keyan, dont le patron est nommé par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khomeini. Puisque nous sommes heureux ici, avec nos sargasses, avec nos sables du désert qui viennent de chez eux, d'ailleurs. Bon, mais puisque nous sommes quand même heureux dans notre situation de post-esclavagisé, de post-colonisé, la vie est belle, hein? Allez, parlons d'actualité. Alors, puisque LFI refuse le compromis, la politique économique est décidée par la droite. Plus précisément, pour faire passer ces textes à l'Assemblée nationale, le gouvernement doit faire quelques concessions n'ayant plus la majorité absolue. Et comme seuls les Républicains et le RN, Rassemblement national, vous l'aurez compris, se montrent conciliants, on voit, Serge va vous développer ça, dans quelle direction prendra la politique économique de la France, de ce nouveau gouvernement? Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Les très vieux comme Gérard ont connu ça au mieux. C'était la 4e République. C'était avant 1958 à l'époque. C'était courant d'avoir pas de majorité. Et ceux qu'on appelait les radicaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais c'est eux qui faisaient pencher la balance et ils défaisaient les majorités, ils faisaient le beau temps, en quelque sorte. Alors le constat, le gouvernement de M. Macron, notamment dans le domaine économique, a besoin de renforts puisqu'il n'a pas la majorité, on ne cessera de le dire. Et c'est sans surprise que les soutiens les plus conciliants viennent des Républicains, tu l'as dit, et du Rassemblement national. J'exagère, que nenni. Le texte sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a été voté avec les lois des Républicains et du Rassemblement national. Le projet de loi de finances rectificative, le PLFR en jargon politique, avec celle des LR. Pour cette loi, il y a eu 293 voix, dont 54 républicains sur les 62 que compte l'Assemblée nationale. Donc c'est très bien. Alors, vous direz, et la gauche insoumise, c'est non, 100% contre. Les socialistes et les communistes, c'est plutôt non, et parfois des abstentions. Mais dans le fond, les spécialistes font l'analyse que ça va coûter plus cher au gouvernement, bien évidemment, donc à nous les citoyens, puisque le gouvernement est obligé d'accepter des concessions qui se chiffrent parfois en millions, en milliards d'euros. Mais le ministre de l'économie, dans les cas, M. le maire, dans les cas signalés, ne sommes pas paniqués, il est persuadé que les recettes de l'État ne flanchent pas, enfin, vos impôts directs et indirects. En tout cas, ces prévisions sont ouvertes. Mais la question essentielle est de savoir si on pourra continuer comme ça, s'il faut encore puiser dans la caisse. Tiens, la caisse, Valérie Pécresse, qui était candidate des Républicains, disait que la caisse était cramée. Ça n'empêche pas que ces petits copains continuent à jouer dans la caisse. Il faut comprendre la politique, hein, parfois. Parce que ces mesures sont populaires. Aides diverses, aides à l'essence, aides, etc. Diverses aides qu'on donne aux gens, les gens aiment ça. Ben moi, l'argent, m'en content, mais les Français approuvent. Maintenant, le reste, le calcul est de se dire, tous ceux qui vont accompagner ces décisions-là, donc qui vont aller avec Macron, mais ils vont tirer les marrons du feu un de ces jours, et ils vont revendiquer la paternité, ou la maternité de ces millions distribués pendant que tout le reste sera bien au passif du gouvernement. Donc, ils pensent ça qui est bon et puis ils vont laisser à Macron me dit c'est du calcul, mais évidemment, parce qu'il y en a là qui croient que ça fonctionne autrement. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Le but ultime, c'est de plaire à l'électeur, de flatter son ego, son portefeuille pour le coup d'après. Toujours le coup d'après, enfin l'élection future. Visiblement, à gauche aussi, là on n'est pas en compromis. On assiste à une opposition frontale gauche-droite. On ressort le bon vieux capital travail. D'ailleurs, Éric Coquerel, qui est président de la Commission des finances, qui vient de la France Insoumise, l'a écrit, ou il a dit, je ne sais rien, on s'est réancré à gauche. Hollande, c'était une gauche d'accommodement. Donc, autrement dit, revenons aux choses sérieuses. Donc, en somme, je termine, pas de demi-mesure, notamment sur le pouvoir d'achat, sauf que c'est du libéralisme. Le libéralisme à la française, c'est un libéralisme qui ne ressemble pas aux autres, puisqu'il y a énormément de dépenses publiques. Alors ça fait un petit peu bizarre. Ce qui veut dire que certains disent, mais Macron va accepter certaines choses de la France insoumise, comme par exemple la taxation des super profits des très grandes sociétés.
comme en Angleterre ou en Italie. Donc pourquoi ils ne le feraient pas? Alors un petit coup à droite, un petit coup à gauche, le fameux en même temps, eh bien dans 5 ans, c'était ça la question. Les électeurs risquent d'avoir à trancher entre la gauche et la droite. Nous y sommes revenus grâce aux électeurs. Tout ça pour ça. Magnifique, magnifique, très bien. Le député Renaissance, Sacha Houlié, Renaissance. Retenez, Renaissance, ça veut dire la majorité. LR. Non, pas LR. LREM. Le député Renaissance, Sacha Houlié, veut le droit de vote au municipal pour tous les étrangers. C'est pas si simple que ça. Développe. Enfin, je vais dire 2 petits mots avant, si tu permets. Les débats sur l'immigration s'annoncent brûlants au sein de la majorité. Ben, on s'en rend compte, on s'en rendra compte. Le député Renaissance, ex-LREM, on y vient, Sacha Houlié a déposé mardi une proposition de loi pour accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, seulement les municipales, à tous les étrangers, même non européens. Et je précise que c'est une proposition déposée à titre personnel. Voilà, à titre personnel. Et en fait, pour le coup, ce serait intéressant de se dire, mais il y a beaucoup de précisions qui viennent au fur et à mesure de l'énoncé. Oui. Et ce sont des élections donc locales, municipales, et puis les étrangers non européens. Et là, tout de suite, on se questionne. Parce qu'en fait, tout simplement, il faut savoir que les étrangers européens donc, qui appartiennent à la communauté, à l'Union européenne, ont déjà le droit de vote, tout étranger qu'ils soient, ils ont le droit de vote aux élections locales, donc municipales et européennes. Parce qu'européens. Voilà. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'étendre ce vote, ce droit de vote, cet accès aux décisions locales, pour le coup, aux non-européens. C'est intéressant, compte tenu de la situation actuelle. Je rappelle la guerre en Ukraine qui a déversé un flot d'étrangers, donc d'étrangers au titre qui est admis, donc non européen, et avec des incidences qui sont potentiellement notables. Maintenant, il n'y a pas que les Ukrainiens, il y a tous les autres résidents qui sont, je pense notamment au Maghreb ou à l'Afrique noire, qui eux aussi relèvent du même... qui cochent les mêmes cases, à savoir qu'ils sont étrangers, qu'ils ne sont pas européens. Donc, bien entendu, alors le sujet n'est pas nouveau, faut bien comprendre, il n'est vraiment pas nouveau. Tu parlais de l'histoire. J'ai même vu que depuis, même Mitterrand, il avait déjà parlé de ça. Mitterrand, c'est les années 80. Quoi. Donc, c'était... Voilà, donc ça revient assez régulièrement, cette espèce de vœu pieux. Le fait de rendre accessible aux personnes qui vivent sur le territoire, tout simplement, qu'importe leur nationalité, parce que c'est ça derrière. Tu as le droit de décider seulement si tu es natif de l'endroit où tu vis. Peut-être que Bercy n'a pas cet angle de vue. Tu es sur place, tu payes des impôts, tout va bien. Enfin, on ne se pose pas de question de nationalité avec l'impôt. Quand on perçoit, oui. Et donc, je disais que c'est intéressant que ça revienne. Et pour le coup, ça recristallise encore une fois les positions politiques qui peuvent sembler parfois un petit peu confuses lorsqu'on écoute les débats politiques. Mais là, c'est un sujet qui remet finalement... Pas tout le monde d'accord, mais en tout cas, tout le monde est bien, les positions sont bien campées. Aussi bien ceux qui sont... à droite, donc je pense le Front National ne s'appelle plus Front National, il s'appelle Rassemblement National. Merci Serge. Et puis ceux aussi qui sont finalement de cette tendance-là, mais qui n'ont pas encore fait leur coming out, j'ai envie de dire. Finalement, voilà, donc les choses se cristallisent, ça remet le sujet sur le tapis, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait véritablement une issue attendue, parce qu'il y a d'autres sujets, et puis que les municipales, enfin toutes ces choses-là sont un peu lointaines. Je ne sais pas si ça va encore remettre gauche-droite. Par exemple, sur Europe 1, Rebsamen, le maire de Dijon, a parlé de citoyenneté de résidence. Oui. Et tout de suite, la droite et l'extrême droite l'ont attaqué, disant évidemment tu es copain avec les islamiques. Ouais. Donc tout de suite, ça va devenir ceux qui veulent que les Arabes et les musulmans votent, et puis ceux qui ne veulent pas. Ipso facto, ça va vous faire droite-gauche, ce que je disais précédemment. Ça, on y va encore. Sur le plan de l'analyse politique. Mais sur le plan du concret, le hasard a fait que depuis ces dernières années, j'ai fait connaissance, notamment à l'hôtel où je vais à Paris, de jeunes musulmans, très sympathiques, très fins, très intelligents, très agréables. Christian a fait leur connaissance aussi. Et quand on est au moment de voter, ils sont plus dans la vie, quoi. Et ça fait un effet assez étrange de voir les garçons qui
qui sont aussi connaisseurs du pays, des us, des coutumes de la France, et puis qui donnent des conseils aux touristes qui viennent, et tous sont des acteurs économiques français, qu'au moment où il faut se prononcer, se sont retirés de la vie. C'est totalement injuste. Oui. On peut quand même se poser la question de savoir si ça ira très loin, parce que comme tu l'as dit, comme tu l'as souligné, c'est une proposition d'un député de la majorité, mais à titre individuel, alors que Darmanin, qui est quand même un poids lourd de la majorité, est tout à fait opposé. Oui. Mais ça, c'est leur salade politique. Ce qui est intéressant, c'est le débat. J'ai un sondage qui n'est pas un vrai sondage, c'est juste un journal qui demande à ses lecteurs. Êtes-vous favorable au droit de vote des étrangers en France? Non, 87%, oui, 12%. Ce qui m'inquiète, c'est le débat populiste sur cette question. Voilà. Pouvoir embrasser l'intégralité des sujets qui touchent de près ou de loin les étrangers en France, c'est une façon de lui donner un peu de hauteur, veut croire M. Houllier. Société. Alors, on va toucher un gros morceau. Quand j'ai des gros morceaux durs comme ça, c'est Serge, ou bien c'est Nadia, ou bien c'est Christian, ou bien c'est Daniel, ou bien c'est Nadia. Chacun son tour. Quel blocage du droit international face au réchauffement climatique? Compte tenu de la situation d'urgence climatique actuelle, on le voit, pour quelles raisons le régime juridique international du climat peine-t-il, parce que le droit va jusque-là, Daniel va vous l'expliquer, peine-t-il à s'imposer comme mécanisme efficace de lutte contre le réchauffement climatique? Ça serait beau que le droit puisse régler ces questions-là entre États. Oui, mais on se rend compte, en regardant l'image qui apparaît, que c'est une question qui traverse déjà la société depuis un certain temps, puisqu'en 2020, il y avait déjà un colloque sur la question. En fait, comme on le sait, les États sont représentés au sein d'une organisation, les Nations Unies. Les Nations Unies a différents programmes. Et s'agissant du climat, en 1992, il y a eu un premier traité concernant le climat. Ensuite, il y a eu Kyoto. Et ensuite, il y a eu 2015, les accords de Paris qui donnaient un autre cadre pour tenir compte de l'évolution du changement climatique et pour prendre des nouvelles mesures. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les mesures n'étaient pas assez contraignantes, notamment avec le GIEC, qui est le rapport des experts. Et donc, à Paris, on a adopté une solution qui était de dire qu'il fallait limiter à moins de 2 degrés l'augmentation pour aboutir autant que possible à 1,5. Ensuite, à la neutralité carbone, c'est-à-dire d'essayer de compenser les émissions et puis tout ce qui compense les émissions. Et troisièmement, d'aider les pays qui étaient moins développés à pouvoir faire face aux mesures techniques pour pouvoir arriver à limiter ces effets de serre. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune mesure de coercition. On n'a pas prévu de mode de règlement des différends. Et donc, par conséquent, les États s'engagent. Alors, tout le monde a trouvé historique à l'époque, en 2015, que les États s'engagent. Mais s'ils ne respectent pas leurs engagements, et chaque année, il y a une COP pour pouvoir dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je vais faire. Et s'ils ne le font pas, il n'y a pas de sanction. Donc, on peut se poser 2 questions. La première, pourquoi? Alors qu'il y a un accord international, il y a un engagement. Mais c'est tout simplement que les États, c'est les politiques, les représentants. Et les dirigeants politiques, ils sont d'accord pour faire ce qu'il faut contre le réchauffement climatique, mais en même temps, ils ont une population qui, est-ce qu'elle va être d'accord pour moins voyager, moins se climatiser, moins se chauffer, moins tout ça. Donc, et ce sont des personnes qui votent. Donc, c'est ça l'opinion publique. Donc, la force pour faire respecter les traités, ce sera quand l'opinion publique pourra elle-même faire pression sur les gouvernants. Et la deuxième question, c'est de se demander s'il n'y a pas des moyens judiciaires, en mettant en cause la responsabilité des États et des sociétés devant des juridictions internationales qui sont la Cour internationale de justice et même les juridictions nationales. Et bien depuis 2015, il s'avère qu'il y a de plus en plus de procès et il y a un petit espoir parce que récemment, aux Pays-Bas, les juges, donc le tribunal et la Cour d'appel, ont condamné l'État à devoir mettre en application les mesures pour limiter les effets de serre. Et ces organisations, la saisine des juridictions, c'est les organisations non gouvernementales, les ONG, ce sont les fondations, ce sont les collectivités, ce sont les citoyens qui peuvent les mettre en cause. Donc, en fait, plus l'opinion publique
sera conscientisée, plus elle prendra des initiatives et plus elle pourra faire condamner les États, mais j'ajoute aussi les entreprises. Voilà. Parce que de plus en plus, on assiste à la condamnation d'entreprises, par exemple les entreprises pollueuses, par exemple les entreprises qui sont sur le charbon, le pétrole, etc., pour pouvoir les mettre devant des juridictions pour qu'elles puissent respecter davantage les obligations. Donc il y a peut-être un espoir de ce côté-là. Magnifique. Les textes utilisent des mots, je vais très vite, c'est juste une phrase, utilisent des mots qui donnent les réponses. Les textes recommandent, invitent les États ou les encouragent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sanction. Mais ne soyez pas aussi pessimiste, on va passer à autre chose, mais ça a une fonction pédagogique aussi. N'oubliez pas, il faut convaincre les gens. Et comme disait Daniel, ces recommandations, ces invitations finissent par intervenir au niveau de la conscience des gens. Passons à la culture, que nous allons confier cette fois-ci à notre ami Christian. Culture. Alors, un angle intéressant, en tous les cas que Christian va aborder avec appétence, c'est l'histoire coloniale française et l'obsession hygiéniste. Alors, c'est une citation de Jean-Marie Leclésio. Aventure, un mot aujourd'hui estropié, d'avoir servi de fourre-tout, d'exutoire aux incapacités, un mot qu'il faut maintenant arracher comme un vêtement dans lequel se sont drapés les sinistres apôtres de la conquête et les profiteurs confits d'exotisme. Jean-Marie Gustave Leclésio, en 2006, qui, vous le savez, était profondeur du colonialisme. Vous n'êtes pas courageux, il fallait terminer le mot avec moi. Vraiment nostalgique de la classe d'école. Oui, absolument. Christian, à toi. Eh bien, écoute, Gérard, tu m'as donné un sujet, tout à l'heure on en parlait, il faut véritablement se... Mais c'est très intéressant, puisqu'il est question effectivement de l'histoire coloniale vue à travers ce qu'on appelle l'obsession de l'hygiène. Ouais. Voilà, donc c'est un angle extrêmement intéressant, très original. Alors déjà, situons un certain nombre d'éléments dans les dates. Entre 1871 et 1913, par exemple, les possessions françaises sont passées en 42 ans de 1 à 13 millions de kilomètres carrés. Donc on voit l'extension de... Deuxièmement, les populations indigènes qui sont colonisées, si vous voulez, sont passées de 7 à 70 millions. En 42 ans. Beau travail. Donc on voit une extraordinaire expansion de la colonisation française. Ouais. Alors, rappelons effectivement que la Grande-Bretagne a toujours été en tête de la colonisation. Ils ont colonisé les Indes et beaucoup de pays, mais la France quand même a eu un empire colonial extrêmement important. L'objectif, transformer ces territoires conquis en territoires riches, prospères, productifs. Cependant, il y a une sous-estimation des problèmes sanitaires, parce qu'on sait bien que les déplacements de population confrontés à des situations climatiques différentes, le soleil, toutes ces choses-là, si vous voulez, génèrent effectivement des problèmes sanitaires. Et il y a eu énormément de situations de catastrophes sanitaires, un véritable désastre. Par exemple, il faut savoir que 74% des militaires mouraient. Wow. Il y a aussi des désastres dans les populations civiles, confrontées aux maladies tropicales, à l'inadaptation climatique, etc. Donc, cette absence, ça s'est passé aussi en Afrique du Nord. Par exemple, en Tunisie, on vous dit qu'il y a eu 5000 soldats qui sont morts. Donc, il y a eu effectivement des situations qui ont interpellé même les gouvernements. Ils se posaient la question. On s'est dit, mais oui, la réputation des colonies, ça a été des colonies de terre de mort. Vous voyez, donc on a l'habitude de voir l'aspect colonisation absolue, mais c'est vrai qu'il y a des sujets comme ça qui sont intéressants et qui sont très particuliers. À un moment donné, sur le plan budgétaire, on s'est demandé, est-ce que les colonies, c'est rentable ? Est-ce que ça ne grève pas trop le budget de l'État ? Donc, il a fallu se poser les vraies questions. Et aussi, de deux choses d'une, soit arrêter les colonisations, mais enfin, c'était quand même impossible, ou encore, bien évidemment, trouver des solutions. Voilà. C'est là qu'est apparu le concept, bien évidemment, de la prévention. Ouais. Donc, il y a une mobilisation de scientifiques, d'ethnologues, d'anthropologistes, d'architectes, de médecins différents pour pouvoir identifier les maladies et prendre des dispositions pour faire en sorte que ça puisse baisser. Alors, par exemple, on a conçu les maisons différemment. Ouais, ça, c'est les architectes. Les architectes.
on a séparé bien évidemment toute la population travailleuse des Blancs, en faisant en sorte qu'ils se rencontrent. Il y a eu des conseillers en sexualité également, parce qu'on sait bien évidemment que la sexualité, elle transgresse les races. Voilà. Il y a eu un certain nombre... Donc il fallait tout relever les défis, il fallait mettre en place des lois hygiéniques nouvelles, il fallait des quartiers réservés aux Européens, éloigner les autochtones, éviter ces mélanges, de façon à aboutir à une situation permettant d'éliminer toutes ces contraintes sanitaires qu'il y avait. Donc on a abouti à une division raciale du travail légitimée par le travail forcé. Ouais. Alors pour la petite histoire, et pour terminer, Houphouët-Boigny, qui a été président de la Côte d'Ivoire, il était député. Et c'est lui qui a milité en 1946 qui a obtenu effectivement la fin du travail forcé. Voilà. Mais vous progressez de jour en jour. Je vais augmenter la difficulté. Non mais merci, la diversité, c'est bien. Non mais on va passer maintenant à des articles plus philosophiques. Enfin, un petit peu de philo là, ça. Ouais. La doctrine de la découverte, ça va être Nadia, c'est le deuxième sujet. J'explique. Plusieurs bulles papales. Elle va nous dire ce que c'est qu'une bulle papale. C'est pas les bulles des bandes dessinées, c'est pas ça. Du XVe siècle, étant considérées comme des justifications religieuses de la conquête. Christian en parlait, vous avez vu la liaison de la conquête de terres autochtones par les puissances européennes. Le voyage du pape au Canada, avec le mot d'ordre qu'on lui a mis, resigned. C'est doctrine, c'est ça, c'est ça. Est venu remettre ces choses d'actualité. Je vous passe la parole, ma chère Nadia. Tu n'es pas le seul puni, Christian. Non, c'est super intéressant en fait, parce que là vraiment j'ai appris des choses. Plus que la doctrine de la c'est quoi déjà la doctrine de quoi, je ne sais même plus. C'est pas tant la bulle que l'histoire de terra nullius, la locution latine, qui en fait désigne une terre qui n'appartient à personne parce que, on va dire, inhabitée. Le pape, ou plutôt l'autorité papale, c'est celle qui avait auparavant, donc je parle des siècles déjà de la société occidentale, et puis au début du XIe siècle, non, bien avant la colonisation. C'est quoi l'idée? C'est de se dire, c'est l'expansion justement de cette pensée occidentale et de son point le plus pertinent, la chrétienté, le christianisme. Et donc déjà, il y avait le pape Urbain, je ne sais plus lequel, qui a lancé une bulle papale qui a permis les croisades. Donc c'était aller conquérir des États sur lesquels il n'y avait pas encore de chrétienté. C'était la promotion de la chrétienté. Et ce principe, donc, la bulle, qui est donc cet édit, ce texte juridique fondamental et qui est précieux, fait par l'autorité papale, donc par le Vatican, c'est lui, quelque part, qui légitime et qui fait autorité supranationale, donc les États reconnaissent son autorité et leur permet, on va dire, d'agir. Donc il y avait déjà au niveau des croisades, et par la suite, ce même principe, il a été observé et a perduré sur notamment les questions de colonisation. Donc il y a eu la bulle papale, par exemple, qui a servi à séparer l'Amérique latine entre le Portugal et l'Espagne, qui étaient donc les deux pays principaux, avec toujours cette même notion de terre non habitée. Par exemple, c'est sur ce même principe donc, de terre non habitée que les Anglais ont investi l'Australie, considérant que les aborigènes qui y vivaient de façon séculaire, enfin, ils n'existent pas, la terre, elle est vierge, il n'y a aucune souveraineté, ils la revendiquent. Au fil du temps, quand même, les choses ont un peu évolué sur ce concept donc, de terre non habitée, sans souverain, en disant que c'est pas tant le fait qu'elle soit non habitée, c'est plutôt le fait qu'il faut la développer, il faut de façon à en revendiquer la souveraineté. Et d'ailleurs, pour rester sur l'exemple de l'Australie, le gouvernement australien, bon très tardivement quand même, puisqu'on était dans les années 90 déjà, a annulé les considérations de cette bulle en disant que ce n'était pas inhabité, il y avait une population qui était habitée, et au niveau international, il a été reconnu, donc le terme nullis a encore évolué, la notion elle a évolué, en disant qu'à partir du moment où il y a des populations autochtones, on ne peut pas considérer
Le concept ne marche plus. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a deux terres qui continuent d'être, qui sont des terres donc sans souveraineté. Ce sont les corps célestes, donc les astéroïdes, la Lune, tout ça, etc. Et l'Antarctique. Ce sont les deux seuls. Mais pour autant, vous remarquerez qu'il y a quand même, et sur la Lune et sur l'Antarctique, il y a quand même des positions de pays existants, je pense aux États-Unis, à la France, à la Russie, qui jouent le jeu quand même de l'exploitation et de la présence, exploitation-présence, en se disant qu'il y aura peut-être des évolutions toujours de la notion, et par conséquent, on pourra, à terme, pourquoi pas, reconnaître notre souveraineté et dire, bon, c'est à moi. Pour en revenir plus précisément au Canada, et pas le procès, mais en tout cas le reproche qui a été fait au pape François, c'est, on voit bien que puisque le Canada a été peuplé au mépris des populations autochtones, mais comme je viens de l'expliquer, la notion elle a évolué au fil du temps. Et ils attendaient, les populations autochtones attendaient, outre ce qu'on a déjà parlé sur les violations et les mauvais traitements de l'Église catholique, ils attendaient aussi une négation de cette bulle, mais qui finalement n'a plus aucune raison, et puis le nécessaire avait déjà en fait été fait. Fait par l'Église, ouais. Voilà. Absolument. Ils avaient reconnu que ça n'avait aucune... ça n'avait plus aucune valeur. Ça, c'était avant. Il n'y avait pas de nécessité, puisque la notion, elle a évolué, et elle a évolué de façon juridique. C'était des décisions politiques du Vatican et non pas liturgiques, et que ça n'avait donc aucune importance. Bien. Très bien, très bien. La situation des droits humains dans le monde, ça plane haut ce matin. Dis donc. Et dans ces cas-là, moi, je fais appel à mes deux comparses féminines. Donc l'autre va nous dire comment le monde a essayé de reconstruire au mieux à la suite de la pandémie de Covid-19. Sur le plan des droits humains, 2021 aura principalement été une vaste histoire de trahison dans les allées du pouvoir. À toi la parole. J'aime beaucoup le sourire. C'est un peu grandiloquent. J'aime beaucoup le sourire. En réalité, on va traiter le rapport d'Amnesty International. Oui, en fait, oui. Alors, comme chaque année, tout le monde, je pense, a entendu parler d'Amnesty International, qui est une organisation non gouvernementale et qui, chaque année, dépose un rapport pour indiquer quelle est la situation des droits humains dans le monde. C'est ce qui s'est passé en mars 2022. Amnesty dépose son rapport sur l'année 2021. Et le rapport, qui est un rapport pavé de plus de 500 pages et qui concerne 154 pays, il y a 3 axes qui sont ciblés par Amnesty. C'est le problème de la santé et essentiellement sur la question de la vaccination, puisque le monde, effectivement, a été, en 2021, c'est là où il a été le plus impacté par la pandémie. Et ce sur quoi Amnesty met l'accent, c'est sur le fait que les pays développés ont, en quelque sorte, confisqué les vaccins à leur profit, puisqu'ils en ont gardé beaucoup plus que leurs besoins, alors que des tas de pays, d'autres pays, notamment des pays moins développés, n'avaient pas accès aux vaccins. Et peut-être que, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on en a parlé à contretemps, au moment de l'Assemblée générale des Nations unies, la première ministre de Barbade, Mia Mottley, avait fait un discours qui avait fait le buzz à l'époque, et dans lequel elle mettait en exergue l'égoïsme des pays... Discours qu'on avait passé. L'égoïsme des pays occidentaux et développés sur 2 points, notamment le réchauffement climatique et la question des vaccins. Et ce n'est pas seulement sur la quantité de vaccins qui était monopolisée par les pays développés, c'était aussi la question des droits. Parce que Mia Mottley disait qu'il fallait que les vaccins des pays qui étaient en voie de développement soient libres. Donc Amnesty International, sur le premier point, c'est la santé. Le deuxième point, c'est sur ce qu'elle appelle l'espace civique, c'est-à-dire le fait que la répression en fait, dans les États. Et tu as fait état, s'agissant de l'Afghanistan, avec la répression contre les femmes. C'est parce que c'est les femmes qui sont en première ligne, et notamment parce qu'on leur a supprimé le droit à l'éducation. Et donc, quand elles manifestent contre ça, elles sont réprimées. Mais il y a un certain nombre d'autres pays dans lesquels, la Chine notamment, sur lequel. L'autre axe, c'est ce qu'on appelle...
C'est ce que Amnesty appelle les personnes déplacées. Oui. Il y a 26,6 millions de réfugiés dans le monde et ça concerne tous les continents. Certains, bon, bien sûr, on parle habituellement beaucoup de l'Afrique, mais il ne faut pas oublier l'Amérique latine, plus près de nous, avec le Venezuela, où il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans les pays limitrophes, notamment et en Colombie. Et puis encore plus près de nous, Haïti. Où la situation contraint les gens à partir avec les drames humains que cela comporte avec les bateaux qui font naufrage. Et enfin, Amnesty fait des rapports de synthèse par région, donc l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, et en mettant cette fois-là l'accent sur le droit au logement, le droit à l'habitation, le droit des populations autochtones dont on vient de parler, la situation des violences faites aux femmes et aux filles. Donc c'est un rapport qui est très intéressant parce qu'il permet d'avoir une photographie de la situation dans le monde. Et c'est vrai qu'à certains moments, on se dit, mais vraiment, il y a des situations qui sont vraiment terribles et que quelque part, oui, nous pouvons dire que nous sommes privilégiés. Il y a un chapitre sur le droit des lesbiennes. Oui, c'est vrai que dans chaque... LGBT, pas seulement des lesbiennes. Hein, c'est le monde dans lequel nous vivons. On passe au cinéma, si vous voulez bien. Snowdrop, une série coréenne, Disney. Elle est diffusée sur la plateforme Disney+. En fait, plus que Snowdrop, je vais vous parler du K-drama. Vous ne savez pas c'est quoi le K-drama? Le K-drama, c'est le concept de série vu par les Coréens. La Corée du Sud, s'entend. Et donc la Corée, vous savez que les séries, bon ça y est, tout le monde en a compris. Il n'y a plus qu'au cinéma, mais aussi à la télé. Le concept de série, de narration de série, c'est vraiment développé. Donc il y a les soaps, ceux qui ne se terminent jamais, et puis il y a des séries qui sont des formats plus courts, c'est une histoire qui est racontée avec des saisons, etc. Les séries coréennes, elles sont normées. Elles sont normées, ce sont des mini-séries, dans le jargon on dirait ça, comme les Anglais font, ce sont des mini-séries. Généralement, elles font minimum 8 épisodes, mais ça va jusqu'à 20. Chaque épisode, c'est plus d'1 heure, il faut s'accrocher. Hein. Ce sont des séries qui sont en VO, mais le succès est tel, et ça s'adresse accessoirement au marché local, hein. Mais le succès est tel qu'aujourd'hui, les séries coréennes, elles s'exportent, et donc elles sont donc diffusées partout dans le monde. Et donc toujours sur le genre, c'est peu de science-fiction, mais plutôt de l'action, de la romance et de la comédie dramatique. C'est ce qu'ils appellent du drama. Et avec les séries, en fait, on découvre vraiment une autre société. Une société avec ses codes, une société avec ses manières de faire, son organisation. Et son art culinaire. Notamment. On mange beaucoup dans ces films-là. Alors, mais la symbolique et la signification des choses, effectivement, même le fait de manger, c'est différent. Et de vous à moi, c'est d'une mignonitude absolue. C'est mignon tout plein. Les acteurs ils sont beaux. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Deux mots sur ce Oui, mais sur vraiment la série qui est assez significative. C'était vraiment celle qu'on attendait. Et c'est Disney qui a remporté la palme. Je disais, donc là c'est l'histoire, tu dis le synopsis? Oui, si tu veux, Im So, un étudiant de master d'une prestigieuse université coréenne, débarque dans un dortoir de femmes couvert de sang. Voilà, big drama. Et Un Young-cho, une étudiante pétillante et sympathique, soigne ses blessures et l'aide à se cacher. Ne dis pas ça encore. Mes filles m'ont appris une fois, mais ne spoil pas l'histoire, papa. Ne divulgage pas, pour parler français. Si tu veux bien, si on a passé des images, si tu veux bien, on va passer la bande-annonce. La bande-annonce. Qu'on m'avait dit de te dire d'annoncer, enfin ça, pour la prochaine fois. Ciao. 애초에 널 만나지 않았더라면 만약 그냥 평범한 사람이었다면 대선이 채 3주도 안 남았어. 3주도. 우린 돈만 대고 북에서 다 공작하기로 했는데 뭐가 어려워? 선거에 승리하기 위해선 우리까지 다 죽일 수도 있는 게 안기부야.
아니, 이 기숙사 전체를 큰 집소굴로 만들고도 남을 사람들이라고. 여차하면 다 사살해. 쏘지 마세요! 쏘지 말아요! 끝까지 나랑 함께 가는 건 너무 위험해. Deux petits mots pour conclure en disant que c'est particulièrement touchant, c'est pas mièvre du tout, c'est du tout public et c'est vraiment reposant. C'était tout ce que tu voulais dire? Ouais, mais tu m'as tellement stressée que j'ai dit... Pas du tout. Non, parce que... Pour parler musique, tu sais bien qu'il y a de gros fans de musique ici. On va parler de musique, mais avant il y a un petit jingle, je crois bien, musique. On va parler d'un musicien d'avant-guerre, Roger Fanfan, si Christian veut bien. Ben, je le laisse lancer peut-être qu'on peut écouter un peu de musique d'abord et puis après tu vas en parler. Oui. Hein? Alors, le premier le premier titre, c'est Jeanne et Marcel. Marcel, merci. C'est une rumba. C'est une rumba. Tu vas nous expliquer ça. Voilà. Et puis après, on va parler de Roger Fanfan. Ouais. Alors, on écoute Roger Fanfan. On parle de Roger Fanfan et on va parler de la famille Fanfan. Un petit clin d'œil à Fabrice Théodote et son équipe qui ont rendu hommage aux frères Bernard et aux frères Fanfan il y a 2 ans à l'Atrium. C'était un spectacle merveilleux. Mais c'est vrai qu'il y a des familles comme ça qui ont donné une empreinte fondamentale dans nos histoires musicales. Mais là, nous sommes en Guadeloupe. Nous sommes en Guadeloupe. Hein. Alors, Roger Fanfan, le père, on va voir tous les Fanfan, toute la famille Fanfan qui en a découlé. Il est né en 1900. Il est mort assez tôt, en 1966. Mais il fait partie, avec Gaston Siobud, avec Félix Valvert, de ces musiciens guadeloupéens qui ont porté effectivement à Moun de Rivel, entre autres, qui ont porté également la musique à Paris et qui ont favorisé le développement de la biguine. Alors, on aura l'occasion de parler de la biguine et de voir comment ce répertoire interpénètre nos deux territoires, hein, de manière très, très concrète. Alors, Roger Fanfan a été musicien et pianiste, musicien de jazz et de biguine. Ouais. Alors, on retrouve déjà, si vous voulez, cette proximité entre les genres. Il fut accordéoniste, il fut violoniste et il a été chef d'orchestre. Et dans les années 20, il a dirigé d'ailleurs un groupe qui s'appelait le Fernès Jazz. On a connu un peu après Fernès Junior, dont mon cher ami Serge a quelques souvenirs. Et je te laisse, tu as la possibilité de nous dire quelques mots aussi. Roger Fanfan a travaillé avec Robert Mavunzi. Je ne sais pas si vous avez connu Robert Mavunzi, qui est un meilleur saxophoniste. Il était né au Venezuela. Il est venu en Guadeloupe très tôt. On pourrait peut-être écouter un autre morceau de... On va écouter, je vous propose avant de continuer d'écouter un morceau qu'on connaît, c'est Mounao, c'est Mounao. Ok. Ouais.
Mounard, c'est Mounard. On n'a pas entendu le texte, mais enfin, je pense qu'on peut le retrouver sur les YouTube notamment. Alors, Roger Fanfan a eu 5 fils. Alors, comme je dis, tous musiciens. Gilbert, qui joue à la contrebasse, Christian, qui joue à la batterie, José, qui fait aux percussions, Guy, chant, batterie, percussion, et Fred Cessé. Fred Fanfan. Parce qu'il y a eu un Fred Cessé batteur aussi. Il y a un Fred Cessé batteur, voilà, et Guadeloupéen également. Et Fred Fanfan aussi très bon pianiste. Je pense que RFO lui avait consacré une émission dans le temps ici à Martinique. Voilà. Il y a donc toute une génération de Fanfan qui a continué. Les juniors. Voilà. Et on va arriver tout à l'heure, mais avant d'arriver, je vais vous faire écouter le dernier titre de Roger Fanfan, c'est Touloulou, Loulou mi Touloulou. C'est un titre qu'on connaît beaucoup. Oui, ça c'est un classique. Ce qui est merveilleux, c'est que tous autour de la table, nous chantons tous, même Nadia. Mais c'était une véritable bacchanale. Exactement. Voilà. Alors, j'aimerais parler, pour terminer, de la dernière génération de Fanfan qu'on connaît, Thierry Fanfan et Jean-Philippe Fanfan. Alors, Jean-Philippe, il a pulvérisé tout parce qu'il joue de la batterie partout. Il est vraiment connu. Il est au festival. Absolument. Il a créé le projet aussi Music Lab avec la ville de Fort-de-France, etc. Tout à fait. Et également Thierry Fanfan, qui est un contrebassiste merveilleux. Alors, pour la petite histoire, il n'y a pas très longtemps... On fait un petit interlude, c'est vrai, avec, entre les deux, Guy, Christian et Fred Fanfan. On a quelque chose, on a un morceau. Eh bien, allons-y. Matinal, soleil, l'emmène avec chalet, idéal, c'est l'idéal. Les moins qu'à songer, qui côté moins fait, en carououet, en qui belle fleur, à d'un pont d'autres pays. C'est merveilleux, hein? On voit l'évolution déjà de la Biguine dans le temps, hein? Harmoniquement, sur le plan des mélodies également. Rythmiquement aussi. Rythmiquement également, parce qu'effectivement, dans un premier temps, il n'y avait pas beaucoup de batterie. La batterie est arrivée assez tard. Donc, et c'est là aussi que la Guadeloupe a apporté quelque chose dans la dynamique, la polyrythmie notamment de la Biguine, entre le tac, pi, tac, pi, tac, tac, et puis le doum, 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 qui se marient pour former le rythme de la Biguine. Voilà. Donc, on continue en parlant de Thierry Fanfan. Parce que Thierry aussi, alors je le disais, il n'y a pas très longtemps, il a joué avec Malavoie, d'ailleurs. Ils étaient très contents parce que Albici n'était pas disponible, mais ils sont allés à la réunion avec Thierry Fanfan. Et Thierry était honoré de pouvoir jouer avec les Malavoie. Mais Thierry a sorti un morceau qui est extraordinaire depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle Big Green, que je vous propose d'écouter. Je pense qu'on l'a là. On l'a.
Non, mais j'aimerais bien que Daniel fasse un petit commentaire qu'elle nous a fait. Je disais que c'était extraordinaire avec ce que Christian nous faisait, de voir ce panorama de siècles de musique et de voir l'évolution. Et je veux dire, chaque période a sa richesse et a son apport. Et c'est vrai que ce qu'on vient d'entendre, c'est plus contemporain, donc ça nous parle davantage, et ça doit parler encore plus à Nadia. Mais en même temps, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir toucher du doigt cette évolution sur un siècle. C'est ça. Et Serge, tu as envie de dire quelque chose également? Non, moi c'est l'entre-deux. C'est pas le papa, c'est pas les fils, c'est ceux d'avant, Fred et tous les autres, avec Fernès Junior. Quand j'étais en Guadeloupe, j'étais un chien balle, j'étais un chien Fernès Junior. C'est-à-dire, partout où il y avait Fernès, certains copains et moi, nous y étions. Voilà, c'est tout. Ça se dit comme ça. On a un autre titre. Mon mot de la fin, ce sera de dire effectivement, il faut se soucier de l'évolution de la musique. Parce que les niveaux de formation sont différents, les niveaux technologiques sont différents. Donc la musique ne peut pas s'arrêter en chemin. Il est intéressant de favoriser son développement et son partage. En fait. Si c'est ton dernier mot, on va l'accepter. Je remercie, tu vas lancer le dolmen à la fin. C'est pas bon. Ah oui, final. Écoutez, je salue très, très affectueusement notre public qui nous suit et qui est présent à nos côtés, qui nous incite à upgrader, c'est-à-dire rendre les choses plus difficiles, n'est-ce pas? Absolument. Oui, ils sont d'accord, ils jouent le jeu pour vous expliquer simplement des choses qui sont très complexes, parce que le monde est complexe, mais on peut le simplifier avec beaucoup d'intelligence et puis beaucoup d'amitié, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion pour le reste de l'humanité qui n'a peut-être pas traîné ses fonds de culotte sur les bancs de l'université comme vous. Et c'est notre rôle de venir dispenser ici la connaissance, la culture, pour que les gens comprennent le monde que nous devons affronter. Christian, le dernier Juste un petit mot, oui, justement, on va lancer la dernière vidéo d'Arnaud Dolmen. J'aimerais rappeler que nous avions invité Arnaud Dolmen au festival Big in Jazz il y a un certain nombre d'années avec des dessins pris. Rappeler qu'Arnaud Dolmen a aussi eu la victoire du jazz. Oui. Et puis rappeler à nos téléspectateurs que ce dimanche 21 août, Big in Jazz Collective, en première partie avec Nanzika, jeune pianiste martiniquais. C'est aux Trois-Îlets, au Parc du Floralie. Au Parc du Floralie. Voilà. Nous allons terminer avec Arnaud Dolmen. Voilà, très bien.